Bonjour à tous, bienvenue dans notre Zoom aujourd'hui en compagnie de Pierre Levigan. Bonjour monsieur. Bonjour Pierre. Pierre Levigan est urbaniste de formation, il est diplômé en histoire et en philosophie et il publie l'ouvrage que voici, Les démons de la déconstruction, à retrouver sur la boutique de TV Liberté. Et comme d'habitude, alors avec ce titre, Pierre Levigan, Les démons de la déconstruction, pourquoi est-ce que vous reliez cette idéologie de la déconstruction avec le monde spirituel ? Oui, les démons sont des intermédiaires entre le monde des hommes et le monde des dieux. La déconstruction est l'ancêtre du wokisme, cette idéologie de vigilance extrême, pathologique vis-à-vis de toutes les différences, parce que les différences peuvent être hiérarchisantes, même si toutes ne le sont pas. Et la déconstruction est aussi l'ancêtre de la cancel culture, c'est-à-dire la culture de l'annulation de toutes les transmissions, en fait, de toutes les humanités. Donc, en ce sens, la déconstruction n'est pas seulement une entreprise, entre guillemets, intellectuelle, de logique intellectuelle, c'est une entreprise visant à évider notre monde de toute présence du sacré. Alors justement, cette déconstruction est à la mode avec ses filles, le wokisme et ce qui découle du wokisme, la cancel culture. Pourquoi vous dites au fond que cette déconstruction, cette idéologie ne reconnaît pas le réel ? Vous allez même plus loin en disant qu'elle est une expérience inédite d'ingénierie sociale. Oui, parce que en fait, il s'agit avec la déconstruction, de nous faire croire que rien ne veut rien dire. La déconstruction a pu avoir un sens entre guillemets acceptable, notamment avec Heidegger quand il évoque dans Être et temps la nécessité de réfléchir aux structures logiques, aux structures mentales dont nous avons hérité et que nous devons interroger pour savoir quel est leur sens caché, leur sens dissimulé. En d'autres termes, la déconstruction, selon Heidegger, c'est analyser les textes, analyser les discours pour bien comprendre ce que tel énoncé veut dire. Donc en fait, c'est tout simplement un équivalent de la rigueur intellectuelle. Mais la déconstruction, telle qu'elle s'est développée dans la foulée aussi de ce qu'on a pu appeler le postmodernisme ou la postmodernité, ça va bien au-delà. Ça vient à vider les mots de leur sens. Vous dites la nature est niée, tout est culturel, l'homme entièrement manipulable, car au fond le réel est fasciste. Voilà, c'est ça l'idéologie de la déconstruction, c'est-à-dire que on considère que les normes doivent toutes disparaître, que les choses, les hommes, les animaux n'ont pas d'essence stable, ce qui ne veut pas dire que cette stabilité évacuerait toute possibilité d'évolution, mais n'ont pas d'essence du tout, que les normes n'ont aucun sens. Donc la norme de la déconstruction, ça devient en fait le refus de toutes les normes. Et pas un petit peu une crise d'adolescence, ce refus du réel, cette révolte contre le réel ? C'est une crise d'adolescence prolongée, incontestablement. Ouais. Le principe de la déconstruction, c'est que, par exemple, si je me sens un pélican, je vous demande de me parler comme à un pélican et de me considérer comme pélican. Donc c'est à la fois une inflation délirante de l'ego, c'est un refus de tout partage d'un sens commun, c'est-à-dire que effectivement, si je me sens un pélican et que vous vous sentez un canari contre toute évidence, nous sortons d'un sens commun partageable dans la société. Qui vous dit que je ne suis pas un canari ? Absolument, c'est ce que répondent les wokistes. Vous n'avez pas le droit, sous prétexte que j'ai un aspect que je ressemble à un homme, et un homme de type masculin, de me dénier la possibilité d'être un canari si mon ressenti est que je suis un canari. Ouais. Donc on est dans effectivement la déconstruction de toute société. Alors Margaret Thatcher disait il n'y a pas de société, au sens il n'y a que des individus. Eh bien il se trouve que les wokistes, qui sont souvent d'ultra-gauche, disent au fond la même chose que les ultra-libéraux à la Thatcher.
Alors justement, la déconstruction, vous dites qu'elle rejoint les intérêts d'un capitalisme qui doit se réinventer. En quoi alors le capitalisme se retrouve-t-il exactement dans cette déconstruction ? Alors nous sommes arrivés depuis quelques décennies, et les choses s'accélèrent, à un capitalisme totalement déconnecté de toute activité productive utile. Donc un capitalisme entièrement parasitaire. Or, ce capitalisme entièrement parasitaire a besoin d'une malléabilité infinie de l'homme. Jérôme Fourquet a parlé d'étato-consumérisme, c'est-à-dire qu'en fait, la religion de l'État, c'est, outre bien sûr le droit de l'homisme, c'est aussi la consommation. C'est un consumérisme d'État. Un consumérisme évidemment bas de gamme. Et de même, il faut que l'homme soit capable de se manger en quelque sorte lui-même en changeant sa propre nature autant qu'il le désire. D'où le fait que effectivement il y a le transgenrisme, il y a des changements de sexe remboursés par l'État et mieux remboursés par exemple que les soins dentaires. Et donc effectivement le capitalisme a besoin de cette idée que tout est culturel et que donc que tout soit malléable. Ce qui d'ailleurs est une contradiction parce que le culturel parfois est moins malléable même que le biologique, puisqu'effectivement le culturel renvoie à des décennies de choses qui ont été transmises de génération en génération. Donc l'idée que le culturel est forcément malléable est en fait largement faux. Il s'agit de domestiquer le peuple de souche, dites-vous, parce que le mal absolu pour un wokiste, c'est l'occidental mal. Le mal, c'est le mal, M-A-L-E, a fortiori blanc, européen, etc. Effectivement, oui, il s'agit de provoquer une sorte de phénomène d'hypnose collective dans lequel rien ne serait évident. Macron avait répondu à quelqu'un, votre erreur, c'est de croire qu'un père, c'est forcément un homme. Donc effectivement, on est dans une post-réalité. On réinvente tout. On réinvente tout. Ouais. Votre erreur, c'est de croire que je ne suis pas un pélican sous prétexte que je ne ressemble pas à un pélican. Ouais. Voilà, c'est-à-dire que toutes les évidences communes sont détruites, ce qui veut dire aussi que tout entendement commun qui est nécessaire pour qu'une société fasse sens est supprimé. Et donc, évidemment, avec la suppression de l'entendement commun, on entre aussi dans une période post-politique. Comment avoir un projet politique partagé au sein d'un peuple s'il n'y a plus d'entendement commun, s'il n'y a plus le common sense, comme disaient les Anglais, et puis aussi la décence commune, la décence ordinaire dont parlait George Orwell. Alors le délire des wokistes va jusqu'à affirmer que leur idéologie en réalité n'existe pas. Le wokisme, pour un wokiste, ça n'existe pas. C'est quoi le but de cette manœuvre-là ? Alors c'est un peu comme la théorie du genre. Le meilleur moyen de ne pas être critiqué, c'est de dire non, mais notre idéologie n'existe pas. Le wokisme, c'est simplement refuser les discriminations, c'est simplement trouver normal qu'un handicapé ait accès à un cinéma, par exemple. Alors ça, tout le monde est d'accord, pour autant que les équipements physiques le permettent. Mais le wokisme, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout faire en sorte que les personnes qui ont une difficulté, qu'on les aide à surmonter cette difficulté. Ça consiste pas à mettre des ascenseurs dans les musées. Ça va bien au-delà. Ça consiste à nier les essences. Ça consiste à tout mettre sur le même plan, ce qui est une aberration. Donc ça consiste aussi à enlever le tragique du monde, parce qu'en fait, quand on considère qu'il ne faut pas mettre à part les handicapés, on nie la réalité. On nie tout simplement qu'être handicapé, c'est une souffrance. En fait, on essaye d'enlever le tragique du monde. Or, en fait, le tragique, il existe. C'est les handicapés, malheureusement, souffrent de ce qui leur manque. Mais le wokisme consiste à nier, en disant qu'il n'y a pas de normes et que donc c'est pas grave d'avoir perdu ses deux jambes, qu'on va mettre des jambes artificielles
qui permettent au demeurant d'ailleurs de courir, par exemple, plus vite avec des prothèses qu'un non-handicapé, sauf que ce sont des prothèses. Donc on met sur le même plan des choses qui ne peuvent pas raisonnablement être mises sur le même plan. Donc en fait, c'est une négation de la nature humaine et c'est aussi une négation du tragique de la nature humaine. Donc c'est une déchéance anthropologique, pour reprendre une expression qui avait été celle de Loïc Chéniaud. Oui, qu'on avait déjà reçu sur Politique et Économie. Et vous rappelez d'ailleurs à ce titre que c'est un mouvement purement bourgeois, le wokisme, et qu'il n'y a pas de prolétariat woke, et que c'est donc des petits bourgeois qui racialisent tout dans la société plutôt que de voir les faits à l'aune du social. Absolument. Alors l'un des intérêts du wokisme, du point de vue de la domination du capital, et de la section française de la SFIC, section française de l'Internationale du capital, dont Macron est l'actuel fondé de pouvoir, mais il y en aura d'autres. L'un des objectifs, c'est aussi de racialiser les questions sociales, c'est-à-dire de prétendre que, à la limite, un charpentier blanc est moins proche de son collègue charpentier noir qu'un professeur d'université noir ne le serait proche du charpentier noir, contre toute évidence finalement, parce que le partage d'un travail commun, à vrai dire, crée quand même un certain nombre de rapprochements. Donc cette racialisation, elle va avec l'immigration de masse et avec le mélangisme généralisé consistant à considérer, là aussi, que les peuples n'ont pas d'essence, qu'ils ne sont pas porteurs d'une culture, de tradition qui gagnerait à être associé chacun à un territoire spécifique, enfin en quelque sorte. Ça c'est du rousseauisme. Un peuple, une terre, ouais. Mais le wokisme dit non, n'importe quel peuple sur n'importe quelle terre. Ouais. C'est on déracine tout le monde, quoi. Oui, alors Rousseau, pour le coup, était plutôt patriote et anti-cosmopolite. Il était contre le déracinement, pour le coup. Alors, avant de connaître son essor aux États-Unis, la déconstruction est bien née en France avec le philosophe Jacques Derrida, entre autres. Quels sont, selon ce philosophe, les objectifs de la déconstruction ? Oui, alors Jacques Derrida, qui est souvent assez illisible, en fait, produit une philosophie inspirée en quelque sorte de Heidegger, mais totalement tordue, c'est du Heidegger déformé, et dans la pensée de Derrida, en fait, il n'y a ni place pour Dieu, ni place pour l'être, la pensée de l'être, et donc c'est le stade ultime de la déconstruction. C'est pour ça que j'ai souhaité parler de Derrida. Et ensuite, j'ai remonté dans cet ouvrage sur des déconstructeurs beaucoup plus partiels, mais qui sont quand même des déconstructeurs. Donc, par exemple, j'ai parlé de Lévinas. Alors, Lévinas ne se présente pas du tout comme un déconstructeur. Néanmoins, j'estime qu'il l'est. Parce que Lévinas, c'est en fait une pensée de Dieu, mais un Dieu qui exclut l'être, qui exclut toute continuité avec la pensée de l'être, et qui exclut totalement le sacré. La pensée de Lévinas, c'est une pensée qui ne fait aucune place au sacré dans le monde, ni même hors du monde, puisque Dieu n'a aucun rapport avec le sacré, contrairement à ce qui est en bonne part la tradition chrétienne, et aussi la tradition de la religiosité païenne et du sacré dans les paganismes. Et puis j'ai commencé aussi par Sartre, parce que alors justement, avant, c'est Derrida Sartre a commencé ce mauvais travail. C'est le père de la déconstruction, en substance. C'est ce que vous dites dans votre ouvrage, Jean-Paul Sartre. Comment il a lancé l'idéologie déconstructrice ? Alors, avec ce qu'on a appelé l'existentialisme, qu'il a vulgarisé dans son petit ouvrage, l'existentialisme est un humanisme. En fait, Sartre explique que l'homme est un être jeté dans le monde. C'est une idée qu'il a prise chez Heidegger. Sauf que, contrairement à Heidegger, pour Sartre, il est jeté à partir de rien. Et non pas à partir d'un vécu, à partir d'un environnement, à partir d'un milieu culturel. Il est jeté à partir de rien et donc peut aboutir, si j'ose dire,
Dieu sait où. Hein. Donc l'idée de Sartre, c'est que c'est l'idée de négation de tout sacré dans le monde, et c'est l'idée ultime que finalement l'homme doit se faire Dieu. Alors à la fois Sartre nie l'existence de Dieu, mais il considère qu'au final, puisque Dieu est mort, il reste à l'homme à se faire Dieu, mais à se faire Dieu, non pas en visant le plus haut, mais en acceptant de se jeter en quelque sorte dans le monde au hasard, indépendamment de toute transmission, de toute communauté, puisque la seule communauté qu'envisage Sartre, c'est ce qu'il appelle le groupe en fusion. Alors le groupe en fusion, c'est la communauté hystérisée, par exemple, de certains concerts de rock, ou c'est la communauté de gens qui vont lapider une femme dans une fureur hystérique, ou un homme au demeurant. Si vous voulez, la communauté, c'est pas en fait une communauté de gens qui prennent conscience de ce qui les unit dans la durée. C'est une communauté, encore une fois, en fusion. Or, la fusion, c'est un état transitoire et à certains égards pathologique. C'est-à-dire que quand vous faites bouillir de l'eau dans une casserole, à un moment donné, il faut arrêter pour vous servir que sais-je, une boisson. Si vous laissez l'eau bouillir indéfiniment, eh bien, il y aura plus d'eau, parce que tout se sera évaporé, et votre casserole va finir par se déformer. Donc, l'apologie du groupe en fusion, c'est l'apologie d'un moment qui ne peut être que transitoire, et s'il n'est pas transitoire, il devient pathologique. C'est pas du tout la communauté comme une communauté villageoise qui comporte ses contradictions et qui s'élabore dans le temps, qui s'élabore dans la durée, avec des transmissions culturelles qui se reposent, qui se recoupent les uns les autres, un peu comme sur une toiture, par exemple, vous avez des tuiles qui se reposent l'une sur l'autre. Non, ça, ce travail qui s'élabore dans le temps n'intéresse pas Jean-Paul Sartre. Il n'a jamais essayé de philosopher sur sa pathologie, Jean-Paul Sartre, parce que... Non, parce que... il a les fils qui se touchent, là, non ? Oui, si j'ose dire, mais bon, Sartre, bien entendu, est en contradiction avec lui-même, parce qu'il parle beaucoup de l'engagement, mais au moment où les engagements pouvaient être des engagements à risque, c'est-à-dire sous l'occupation, il s'est bien gardé de s'engager ni dans un sens ni dans l'autre. Donc voilà, bien sûr, Sartre est un bourgeois mondain avant tout. Voilà, donc il s'est beaucoup inspiré d'Heidegger, mais a déformé Heidegger. Comme dans un autre registre, Lévinas, voilà. Alors justement, Sartre, dans son discours, puisqu'il s'agissait d'un discours, à l'origine, l'existentialisme est un humanisme, il dit ceci: si j'ai supprimé Dieu le Père, il faut bien quelqu'un pour inventer les valeurs. À qui pense-t-il alors ? Il pense à l'homme. Il pense à l'homme comme créateur de valeurs. Mais sur quelle morale ? Eh ben, justement... une morale totalement auto-fondée. Donc on fait ce qu'on veut, on viole des gosses. Totalement, une morale... C'est les années 70 en pleine puissance, là. Une morale totalement transitoire et qui n'est valable que pour un individu particulier. D'accord. Et du reste, je fais cette remarque dans l'ouvrage, c'est comment Sartre peut-il faire en quelque sorte l'apologie de l'épuration, au nom finalement de ce que la collaboration aurait été immorale, puisque lui-même considère que chaque cas doit être examiné au regard de la façon dont il était envisagé par la personne concernée. Donc en quelque sorte, on ne pourrait pas condamner globalement une attitude politique, puisque chaque cas est particulier, puisque celui que l'on considère comme traître ne se considérait sans doute pas, à quelques exceptions près, lui-même comme traître. Donc à partir de là, il invalide toute action collective, toute condamnation collective d'un acte quel qu'il soit. Voilà, ça marche dans tous les sens. On pourrait pas condamner donc les collaborationnistes, on pourrait pas non plus condamner les porteurs de valises du FLN, puisqu'effectivement ils estimaient peut-être être dans la justesse de leur cause, mais à ce moment-là, il faut que ça marche dans tous les cas de figure. Or, c'est pas du tout ce que dit Sartre, puisqu'il n'arrête pas de parler de salauds. Par exemple, il dit tout anticommuniste est un chien. Donc là, on se dit, mais il est dans le jugement moral. Et pourtant, il estime qu'il n'y a de morale que par rapport à celui qui produit l'acte. Et qu'en même temps, on ne peut jamais se mettre à la place de celui qui produit l'acte. Conclusion, on ne peut jamais juger personne.
Hein, donc, mais alors pourquoi se permet-il de juger à ce moment-là, de dire tout anticommuniste est un chien? Voilà. Donc c'est un mondain en tout cas. C'est un mondain, c'est un homme en pleine contradiction. C'est un homme qui joue. Mais alors c'est très cohérent puisque dans un ouvrage que lui avait opposé un intellectuel communiste, Henri Mougin, en 1946, quelques mois avant de mourir, cet intellectuel communiste rappelait, source à l'appui bien sûr, que Sartre fait l'apologie du jeu. Et il disait, et là je dirais qu'on pourrait avoir un point commun avec ce que disait ce communiste à l'époque, ce communiste disait non, la vie n'est pas un jeu, dans la vie il faut du sérieux. Oui. Et effectivement, là pour le coup, nous n'avons absolument aucun besoin d'être marxiste ou communiste pour répondre à Sartre, non, la vie n'est pas un jeu, la vie nécessite l'esprit de sérieux. Mais si votre philosophie, vous la voyez comme un jeu, votre philosophie n'est certainement pas la nôtre. Parce que la vie nécessite un certain esprit de sérieux. Alors vous faites aussi d'Heidegger un ancêtre à sa façon de l'idéologie de la déconstruction. Quel a été son message? Alors, Heidegger, ce qu'il explique, c'est qu'il faut déconstruire la métaphysique, c'est-à-dire les réponses à la question qu'est-ce que l'être, en quelque sorte, qui sont, sous le nom de métaphysique, la plupart du temps, des réponses trop simples. Par exemple, ce qu'explique Heidegger, c'est que les réponses en termes de valeurs, le bien, les droits de l'homme, on n'en parlait pas beaucoup à l'époque d'Heidegger, mais c'était tout de même le début, même les valeurs telles que la volonté de puissance, ou encore Dieu, sont des réponses partielles, insatisfaisante. Je pense donc il aurait été insatisfait alors. Voilà, à la question du mystère de l'être, à la question qu'est-ce que l'être. Il considère qu'il y a quelque chose auquel on ne pourra pas répondre ni par la volonté de puissance nietzschéenne, ni par la référence à Dieu, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire l'être c'est Dieu. Pour Heidegger, ce n'est pas une réponse. L'être... Heidegger ne dit pas que Dieu n'existe pas, il ne dit pas non plus que Dieu existe, mais il dit que en tout cas, la question de Dieu se pose dans un entre-deux, entre les choses qui existent, qu'Heidegger appelle les étangs, et le mystère de tout ce qui est dans le monde, qui excède les étangs, qui excède les choses qui existent. Et dans cet entre-deux, entre le mystère de tout ce qui est et les choses qui existent, que nous pouvons identifier, qui sont vous, qui sont moi, qui sont cette table, il y a un entre-deux qui est l'espace du sacré. Et dans cet espace du sacré se tient sans doute ce que l'on appelle Dieu, ce que les religieux, ce que les esprits religieux qui font une place au sacré appellent Dieu. C'est très différent de la position de Lévinas, puisque pour Lévinas, Dieu n'est pas dans l'espace entre les choses et l'être. Il est totalement hors de l'être, il est totalement hors du monde. Or, selon Heidegger, l'espace du sacré, et donc le lieu de Dieu, n'est pas hors du monde. Il est quelque part dans le monde, il est quelque part pensable dans ce monde. Pensable ne veut pas forcément dire connaissable, définissable. Dieu n'est pas forcément grand avec une barbe. Dieu n'est pas Charlemagne, on ne peut pas le décrire, fût-ce faussement, puisque Charlemagne n'avait en fait pas de barbe. Mais Dieu est pensable dans ce monde. Et à partir de ce monde, et à partir de l'homme qui est le berger de l'être, nous dit Heidegger. Le berger, c'est-à-dire celui qui doit prendre soin, ménager l'être, l'avoir sous sa garde en quelque sorte. Et pour terminer, Pierre Le Vigan, vous dites que au fond, la déconstruction est faite pour les esprits faibles et fourbes. Est-ce que vous mettez tous ceux dont on vient de parler dans cette la déconstruction, oui, je crois un chapitre sur la déconstruction et le désamour du monde. La déconstruction est faite pour les gens qui n'aiment pas vraiment le monde et qui parfois d'ailleurs, se voulant d'ultra-gauche, voudraient soi-disant reconstruire un autre monde, mais on peut pas construire un autre monde si on nie déjà la réalité de ce monde, si on dit que le réel est fasciste, le réel n'est pas réformable. Nous souhaitons par exemple une Europe plus forte, une Europe plus digne, une Europe plus haute en quelque sorte. Mais à partir de là, nous ne crachons pas sur l'Europe telle que les siècles nous l'ont
construite, nous l'ont produit. Et donc, effectivement, on ne peut pas vouloir améliorer le monde si on crache sur le monde. Or, la déconstruction consiste à cracher sur le monde. Ce qui amène à mon diagnostic, la déconstruction finalement est une forme du nihilisme que aussi bien Nietzsche que Heidegger, avec des approches un peu différentes, ont su critiquer et qui reste notre ennemi principal. Les démons de la déconstruction, c'est le titre de votre ouvrage, Derrida, Lévinas, Sartre, au-delà de la déconstruction, Heidegger, à retrouver sur la boutique de TV Liberté. Merci à vous, Pierre Le Vigan. Merci, Pierre.